On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Pascal Wagner, qui est enseignant-chercheur en psychologie sociale et en statistique à l'Université de Fribourg. Pascal, tu t'intéresses plus particulièrement aux croyances, notamment les croyances aux théories du complot, paranormal, mais aussi le racisme et le sexisme, et raisonnement quotidien, donc les représentations sociales, les raisonnements logiques, à la croisée de la psychologie cognitive et de la psychologie sociale. Tu as écrit plusieurs livres, dont Méfiez-vous. Mm. euh, Méfiez-vous de votre cerveau, 30 biais cognitifs décrits et expliqués pour moins se tromper et mieux raisonner. Tu as aussi écrit un autre livre que je peux peut-être te laisser montrer. Oui, Euh, alors ça c'est sur les psychologies des croyances aux théories du complot en voilà. 2021. Et puis, tu vas sortir un nouveau livre aussi en 2026. Je te Oui, laisse peut-être en dire deux mots. oui, ce sera un peu comme celui que tu viens de montrer, là, méfiez-vous de votre cerveau, ça c'est plus grand public avec les dessins de Gilles Belvaux là qu'on voit. Ça c'est plus grand public, un peu expliqué pour tout le monde. Et là, on va faire le livre aussi humoristique avec les dessins de Gilles. Puis on a pris 30 théories du complot qu'on décrit, qu'on explique avec un peu les arguments pour, les arguments contre, quoi. Donc ce sera plus grand public, disons. Je me réjouis parce que celui-ci, je me suis régalé. Alors pour commencer, Pascal, une question qui peut paraître simple, mais en fait, quand on s'y penche, c'est peut-être pas si simple. Comment toi, tu définirais une théorie du complot et qu'est-ce qui la distingue d'un vrai complot? Oui, alors justement, c'est pas la question la plus simple. Enfin, en apparence, oui, mais il y a un peu un débat parmi les philosophes, surtout, il y a des philosophes qui sont pas d'accord. Donc, en fait, il y a deux approches. Soit une définition neutre, comme on l'appelle, c'est-à-dire de dire théorie du complot, bah, théorie, c'est une explication, parce que c'est pas vraiment une théorie comme une théorie scientifique, hein, c'est juste un peu, on donne une cause. Et donc, une explication par le complot. Ah, et complot, bah, c'est une entente secrète d'un petit groupe de personnes dans un but malveillant, voilà, qui font quelque chose de secret et de malveillant. Et ça, bah, la définition neutre, en fait, elle inclut les vrais complots, Watergate et autres, et elle inclut les faux, enfin les complots délirants comme la Terre plate, ou voilà. Et ça, c'est un peu un défaut. Alors, certains préfèrent cette option parce que justement, on dénigre pas et on dit pas qu'a priori les théories du complot sont plutôt fausses. Mais moi, je préfère l'autre option qui est de distinguer justement les vrais complots des théories du complot parce que pour moi, c'est pas la même méthode. Donc, je fais une démarcation méthodologique, c'est-à-dire que un vrai complot, c'est pas une théorie du complot qui est devenue vraie. Il n'y en a aucune de théorie. Et ce que dit mon collègue Sébastien Dieguez, c'est que aucun vrai complot n'a été découvert par des complotistes, par les gens qu'on appelle complotistes, par les gens qui croient à des théories du complot. Donc, en fait, les vrais complots, ben, on le sait, ils ont été prouvés par la méthode de l'enquête professionnelle. Donc, c'est des enquêteurs, des journalistes d'investigation, des procureurs ou des lanceurs d'alerte, hein, mais ça peut être, bah, alors lanceur d'alerte, ça veut dire c'est une personne qui pendant 10 ans va travailler sur un seul sujet et va réunir des preuves qu'il ou elle va faire valider devant un tribunal. Donc l'idée, c'est de prouver le complot devant un tribunal, comme on a pu le faire pour le complot du tabac. Donc les cigarettiers ont truqué, ils savaient que la nicotine, ça rendait les gens accros, mais ils l'ont nié, ils ont fait des fausses études scientifiques pour le plus longtemps possible le nier. Et donc ça a été prouvé devant les tribunaux parce qu'il y a justement eu un lanceur d'alerte qui a donné des documents, un médecin a validé, a validé tout ça et voilà, ça a fini devant les tribunaux où les cigarettiers ont été punis et ont dû payer des fortes amendes. Alors bon, ils ont gagné aussi beaucoup d'argent, ça c'est le problème de la justice. Les théories du complot, c'est plutôt des gens qui croient, c'est justement dans le domaine des croyances. C'est pour ça que c'est pas la même méthode. C'est que on se rend compte, nous, en étudiant les gens qui croient aux théories du complot, c'est que on croit à l'existence d'un complot, alors qui peut être vrai ou faux, hein, mais sur base de preuves insuffisantes. Et c'est ce qu'on appelle les données erratiques ou les anomalies apparentes de la version officielle. Donc toutes les théories du complot, en fait, qu'on connaît, hein, Kennedy, Diana, etc., la mission Apollo, sont basées sur des données erratiques, donc des anomalies apparentes de la version officielle. Et ça, c'est un problème parce que ça pourrait être un complot, mais ça peut être aussi quelque chose de bien plus simple. Par exemple, la mission Apollo, l'exemple classique, c'est que on va dire c'est bizarre
bizarre, parce que si, parce que ça. Et dès que vous entendez c'est bizarre, hein, Kennedy c'est bizarre parce que la balle magique, le 11 septembre c'est bizarre, la façon dont les tours se sont effondrées. Donc ces éléments en apparence bizarres, en fait, le problème c'est que bien souvent ils ont une explication. Et pour la mission Apollo, c'est bizarre parce que le drapeau flotte, le drapeau américain il flotte alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Et certains ont dit bah, c'est la preuve que ça a été fait dans un désert au Nevada et que voilà, il y avait de l'air et que le drapeau flottait. Mais en réalité, la NASA a expliqué que bah, le drapeau flotte pas, il bouge pas, il est immobile et il y a une barre qui le maintient comme ça et il a une espèce de mouvement parce qu'ils l'ont mis comme ça et il bouge plus quoi. Donc en fait, c'est pas une donnée bizarre, mais en apparence c'est bizarre. Hein. Donc si on n'a pas la réponse, on voit très bien que notre cerveau il dit ah ouais c'est bizarre, puis il n'y a pas qu'une seule anomalie apparente, il y en a toujours un certain nombre. Et donc, notre cerveau est vite emporté par le complot parce qu'on se dit, ah ben non, mais il y a trop de choses bizarres. Le 11 septembre, c'est bizarre comment les tours se sont effondrées, c'est bizarre parce qu'il y a la troisième tour qui s'est effondrée, c'est bizarre parce que ci, parce ça, parce ça. Et on peut trouver les réponses, mais voilà, il faut aller lire tous les milliers de pages du rapport. Et quand on a les réponses, alors soit on voit que c'est pas du tout une anomalie, soit ça peut rester un peu bizarre, et on se dit, bah alors maintenant, et c'est là le seul, pour moi, c'est le seul avantage ou le seul intérêt d'une théorie du complot, c'est de se dire, bon, ben, il faut aller enquêter. Mais il faut changer de méthode, c'est-à-dire il ne faut pas croire au complot, parce que faut pas aller. Et ce que font les complotistes, celles et ceux qu'on appelle les complotistes, et ceux qui croient à beaucoup de théories du complot, ben, eux, ils vont sur Internet et ils croient à tous les complots basés sur quelques-unes de ces données erratiques. Donc là, il y a un problème parce que c'est vraiment de la croyance qui est basée sur trop peu de preuves. Et c'est comme ça, voilà, que moi je définis les théories du complot. Alors je dis, c'est c'est des accusations déjà de complot, c'est pas seulement des explications, parce que dans explication, c'est vrai que c'est une explication, mais nous, on nous reproche aussi que théorie du complot ou complotisme, c'est connoté négativement. C'est vrai, hein, comme raciste, comme extrémiste, etc. Certains nous le reprochent, nous disent, mais vous étudiez ça, pourquoi vous avez un point de vue négatif? Et faut dire que la théorie du complot elle-même, elle est beaucoup plus accusatoire que le terme de complotiste. Parce que quand on dit la théorie du complot, c'est que c'est la CIA ou le gouvernement qui aurait fait de faux attentats contre sa propre population le 11 septembre. Donc c'est gravissime, quoi. C'est du jamais vu dans une démocratie, évidemment. Donc si c'est vrai, il faut un degré de preuve assez énorme. Donc voilà, la théorie du complot, c'est une accusation de complot. Et j'ajoute sans preuve suffisante, parce qu'elle est basée sur ces données erratiques. Donc moi, je fais la différence justement entre les théories du complot, avec cette définition, et les vrais complots, parce qu'il y a cette différence de méthode. Si on croit en une théorie sans base suffisante, je veux dire, sur des données erratiques, alors on pourrait croire à tout et n'importe quoi. Mhm, voilà, c'est ça. Et c'est même justement les croyances, hein, les croyances non vérifiées, elles sont dangereuses dans ce sens-là. C'est-à-dire que si tu crois à une théorie du complot sans preuve suffisante, bah, tu crois aux autres aussi. Et c'est ce qu'on observe en psychologie. Si on croit à l'une, on a tendance à croire aux autres. Parce que ça devient plus logique. Si la CIA a pu faire ça, bah, elle a pu truquer la mission Apollo, elle a pu faire ci et ça et ça et ça. Donc après, on est engagé dans une espèce de pente glissante où on accepte des complots de plus en plus gros parce que ça devient même plus logique. Si elle a fait ça, bah, c'est logique qu'elle ait fait ça aussi, ou que d'autres services secrets, par exemple Diana, qu'elle a été tuée par les services secrets en Angleterre parce que la CIA fait pareil. Donc ça devient une espèce de pente glissante où on se met à croire à tout. Et c'est pas seulement les complots, c'est la même chose avec le paranormal. Si tu acceptes l'existence des extraterrestres parce qu'il y a des lumières bizarres dans le ciel, alors peut-être que c'est des extraterrestres, mais ça peut être mille autres choses. Et si tu acceptes les extraterrestres, bah, tu vas accepter plein d'autres choses. Tu vas accepter qu'il y a des fantômes, qu'il y a des ci et ça. Donc c'est un peu voilà, le problème de la rationalité ou la méthode scientifique où on accepte quelque chose quand on a suffisamment de preuves pour l'accepter. Et ça décrédibilise, parce que le fait, par exemple, de dire que la CIA est capable de truquer Apollo 11, faire un attentat contre sa propre population, de mon point de vue, décrédibilise la critique rationnelle d'actes que la CIA aurait pas dû faire dans certains pays. Et puis là, on a des preuves, on a des choses. Mais Mhm. fait de gonfler, de dire ils sont responsables de ce genre de choses, décrédibilise des mauvaises actions concrètes qui ont été faites.
Mhm, voilà, c'est ça. Le complotisme, en fait, ça décrédibilise, moi je dis la vraie critique sociale, parce que c'est une critique, c'est une quelque part mauvaise critique, puisqu'elle est trop peu attestée. Alors ça décrédibilise les études plus sérieuses ou les gens plus sérieux, et on va se mettre à les traiter, eux, de complotistes, ce qui est là est un abus de langage. Le complotisme dans nos sociétés modernes, est-ce que tu constates que c'est un phénomène en hausse? Alors, dans les études, effectivement, bah, nous, alors, en tout cas, si on regarde sur Google, hein, ça, il y a une explosion depuis 2010, donc il y a un nombre incroyable de gens qui parlent de ça, et ça a augmenté énormément depuis Trump, et notamment aussi pendant la pandémie. Et moi, j'ai même fait un graphique avec mes conférences ou les apparitions dans les médias, ça a vraiment, depuis Trump 2016, ça a vraiment, ouais, c'était vraiment asymptotique. Maintenant, ça se recalme un peu, mais donc on a l'impression que ça a augmenté. Mais en fait, dans les études, on note pas tellement d'augmentation. Il y a quelques études pendant la pandémie où on trouve une légère augmentation. Et il y a une étude à long terme où on prenait des théories il y a 30 ans, on essayait de comparer. Et là, cette étude, elle a montré que bah, certaines, elles augmentaient, mais d'autres, elles diminuent. Par exemple, le 11 septembre, on n'a plus vraiment de nouveaux éléments. Donc voilà, on peut pas plus y croire qu'avant. Donc il y a pas, ça a tendance plutôt à diminuer. Et il y avait une association en Suisse romande qui a fermé ses portes parce que bon, voilà, il n'y a plus tellement de grand-chose à dire. Donc, alors peut-être qu'il y aura des nouveaux éléments un jour, mais pour l'instant, voilà, il ne se passe plus rien. Donc, il y en a certaines qui diminuent. Et donc, c'est un peu une surprise parce que sur les réseaux sociaux, pendant la pandémie, moi, j'ai vu plein de gens qui commençaient à sortir plein de complots et j'avais l'impression d'une augmentation. Mais il y a aussi des gens qui devenaient beaucoup plus sceptiques. Et il y en a qui me disaient en privé, qui me disaient, ouais, moi, je réponds pas parce que ça m'énerve. Et donc, je pense que ça, il y a eu plutôt une polarisation un peu pendant la... Donc, on voyait des gens plus qui s'exprimaient beaucoup, mais c'était une, voilà, une petite minorité, puis il y avait aussi une minorité qui était contre. Donc il n'y a pas eu de forte augmentation. Et puis, c'est aussi le fait que les chiffres étaient déjà assez élevés avant, en fait. Donc c'est aussi, c'est pas que le complotisme, c'est quelque chose de totalement insignifiant, c'est plutôt que ça, dans tous nos sondages, toutes les études qu'on fait, on est toujours surpris du haut taux de gens qui croient. Donc ça, et on trouve, par exemple, dans les sondages, entre 20 et 40% des gens qui sont très complotistes, qui croient à une dizaine de théories du complot, ou le créationnisme, ou des choses comme ça. Donc voilà, je dirais que c'est à la fois que on y... c'est des croyances assez répandues depuis longtemps, et elles ont un petit peu augmenté pendant la pandémie, mais pas dramatiquement. Et comment toi tu expliques les grandes causes du succès de ces théories du complot? Euh, Ah, ouais, alors nous, moi je résume un peu en cinq grandes dimensions de causes, parce qu'il y a beaucoup d'études alors en psychologie, mais c'est plutôt des corrélations, donc ça veut dire on n'est pas sûr que ce soit les causes, hein. On demande aux gens, est-ce que vous croyez à ci ou ça, puis on mesure, est-ce que vous, bah, quel est votre salaire, votre genre, voilà, vos traits psychologiques, donc on fait plein de mesures, puis on regarde qu'est-ce qui est lié à quoi. Donc dans les causes, enfin dans les corrélations, il y aura les causes, mais ça peut être aussi des conséquences du complotisme, hein, c'est pas... Ou alors il peut y avoir même un troisième facteur qui explique cette corrélation. Donc on n'est pas sûr que ce soit des causes, mais en tout cas parmi ces facteurs, il doit y avoir des causes. Et on a quand même des études maintenant un peu longitudinales où là on peut plus voir la causalité, parce que si on mesure quelque chose avant, par exemple la pandémie, puis qu'après on regarde l'évolution, là on est un peu plus sûr de la causalité. Donc on a quand même quelques études un peu plus causales, mais ouais, globalement c'est une majorité de corrélation, donc prudence. Mais disons, en tout cas, les causes possibles, disons, du complotisme, ben, moi, je les regroupe en cinq catégories. Il y a d'abord les causes sociales et politiques. Et là, moi, je distingue deux sous-dimensions. Donc, il y a une première sous-dimension, c'est vraiment un peu un axe vertical de pouvoir. C'est plutôt les gens en bas de l'échelle sociale, en moyenne, hein, mais c'est des statistiques. Donc, il y a beaucoup de gens en haut de l'échelle sociale qui croient à des théories du complot, mais il y en aura moins qu'en bas. Donc, c'est plutôt, on trouve que plus le niveau d'éducation est faible, plus le salaire est bas, plus les gens sont en situation de précarité, plus il y a de croyances aux théories du complot. Et c'est pas une surprise parce que c'est vrai qu'on peut voir, on peut voir le complotisme comme un espèce de discours de revanche un peu symbolique euh, de- contre justement, hein, les élites qui effectivement vivent beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il y a un lien avec les inégalités sociales. On trouve que plus il y a d'inégalités sociales dans un pays et plus il y a de théories du complot. Parce que c'est justement, on peut très bien expliquer
bah, quand on vit, on a des difficultés sociales, on peut dire bah, c'est en partie parce qu'il y a des gens riches, ce qui n'est pas faux. Mais par contre, la théorie du complot, ce sera un discours de revanche irrationnel, c'est-à-dire on va dire c'est parce que c'est des pédophiles satanistes que voilà qu'il y a une injustice dans le monde. Donc c'est pas la vraie cause, hein, c'est pas, enfin, c'est pas parce qu'ils sont pédophiles satanistes qu'il y a des problèmes, mais c'est un peu un discours de revanche, quoi. On va se dire voilà pourquoi, c'est parce que les élites sont corrompues et veulent s'enrichir, veulent dominer la population mondiale. C'est pour ça qu'il y a des injustices. Alors que bon, les causes, elles sont plus, elles sont plus simples. C'est qu'il y a des gens qui s'enrichissent et qui sont égoïstes et qui veulent pas, voilà, qui veulent pas trop partager. Donc, mais voilà, il y a vraiment cette dimension un peu verticale. Et il y a aussi les extrêmes politiques. On trouve beaucoup de théories du complot à l'extrême droite. Et un peu à l'extrême gauche aussi. Et ça non plus, c'est pas tellement étonnant parce que bah, si c'est un discours c'est un discours de critique aussi du système actuel de nos démocraties imparfaites, hein, effectivement, et le complotisme, bah, où les extrêmes politiques veulent remplacer le système par un autre. Donc pour eux, c'est un peu calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Ça peut être utile politiquement, même s'ils savent que c'est pas, ouais, que Macron, c'est pas un pédophile sataniste, ça peut être utile pour eux d'un point de vue d'un agenda politique, hein, de laisser ces rumeurs ou d'y croire éventuellement. Donc là aussi, politiquement, c'est assez compréhensible pourquoi il y a ce, ce- Là, tu fais par exemple, tu penses par exemple à la théorie que Brigitte Macron sera un homme. Ça, c'est souvent à l'extrême Ouais, droite ouais, qu'on a retrouvé cette exactement, théorie, hein, voilà, sauf erreur, exactement. hein. Mhm, ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de théories du complot à l'extrême droite. Parce qu'à l'extrême droite, en fait, on a distingué aussi deux sortes un peu de théories du complot. Bah, le- je- il y a des théories du complot qui accusent le gouvernement ou les élites, mais il y a aussi celles qui accusent les minorités qu'on n'aime pas. Par exemple, on va accuser bah, les communistes, hein, de comploter. C'était le macartisme, c'était accuser la minorité communiste de vouloir prendre le pouvoir et on devient fou et on commence à suspecter tout le monde. Ça, c'est aussi une manifestation du complotisme. On accuse tout le monde d'être communiste sans preuve suffisante. Dès que quelqu'un a discuté une fois avec un communiste, hop, on le met en prison, etc. Donc ça, c'est une dimension sociale. C'est la deuxième dimension de cause. C'est une dimension sociale, mais plus horizontale. C'est d'accuser l'ennemi. Parce que ça, bah, ça peut se faire. La théorie du complot, comme on accuse d'un complot sans preuve suffisante, c'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin de preuves, hein. Donc politiquement, c'est aussi facile d'exploiter ça. Brigitte Macron, il suffit de mettre deux photos, que c'est bizarre parce que si, c'est bizarre parce que ça, et hop, il y a une théorie du complot qui apparaît. Donc en fait, et on l'a vu dans la guerre, hein, dans toutes les guerres, il y aura ça. Bah, les Russes, quand on a trouvé ces cadavres à Boutcha, ils ont dit, ah mais non, c'est des faux cadavres. Regardez, il y avait des vidéos comme quoi c'était les Ukrainiens qui mettaient des faux cadavres pour faire croire que les Russes avaient tué des civils. Voilà. Et ça, bah, c'est très facile. Et les Ukrainiens peuvent faire la même chose, hein. Je crois qu'il y avait eu un missile en Pologne et ils ont tout de suite dit c'est les Russes, alors que c'était pas forcément les Russes ou je sais plus. Bref, donc la théorie du complot, voilà, on peut l'utiliser pour décrédibiliser nos ennemis ou une minorité qu'on n'aime pas, le complot juif si on n'aime pas, si on est antisémite, ou le grand remplacement si on est islamophobe, on va dire voilà, ils vont nous remplacer. Après, celle qui accuse le gouvernement, par contre, ça peut être extrême droite et extrême gauche. Des fois, on trouve les deux. Parce que, bah oui, à l'extrême gauche, il y a aussi un risque de dire tous les méchants capitalistes, ils veulent asservir l'humanité, tu vois, ils veulent nous contrôler, Bill Gates, ils se réunissent, Bilderberg, et ils veulent, Bill Gates, il donne de l'argent pour les vaccins, mais c'est pour tuer les gens, c'est pour contrôler la population. Ben ça peut se retrouver aussi à l'extrême gauche, enfin, dans certains coins de l'extrême gauche. Donc voilà, il y a ces deux théories, et il y a cette dimension sociale comme ça. Et T'en avais cinq. Je t'ai coupé, donc non, non, non. Alors, je excuse. continue. Mais c'était bien comme ça de préciser un peu. Ouais, ben, ça, c'est les deux premières, hein, sociales et politiques. Après, il y a les causes ou les causes possibles psychologiques. Et ça, il y a aussi deux sous-dimensions. La première, c'est les traits de personnalité. On se rend compte que les traits de personnalité un peu méfiants, des gens qui se méfient, c'est pas une surprise, hein. Si on se méfie de tout le monde, même de nos voisins, de la police, du gouvernement, bah, on verra plus de complots, c'est presque inévitable. Et ça, on le retrouve dans certaines échelles qu'on appelle de paranoïa, mais c'est une paranoïa légère, c'est-à-dire tout le monde peut être un peu paranoïaque, hein. Par exemple, si tu te balades dans la rue et qu'il y a des gens qui se mettent à rire,
quand tu passes un petit groupe qui se met à rire, tu vas te demander, mais est-ce qu'ils sont en train de se moquer de moi? Donc, tu vois, c'est pas totalement absurde, hein. Donc, mais ceux qui ont le plus souvent ce genre de sentiment, qui pensent toujours que les autres leur en veulent, leur piquent leurs idées, on remarque qu'ils croient aussi plus aux théories du complot. Donc, ça, c'est un peu là. On parle de sentiment paranoïde, parce que c'est de la paranoïa normale, disons, voilà. Mais c'est quand même des gens qui ont plus de sentiments un petit peu paranoïdes, ou même des sentiments plus. On appelle le machiavélisme, par exemple, c'est de penser que l'être humain, l'homme est un loup pour l'homme. Bon, ce qui n'est pas totalement faux, mais si on pense que tout le temps les gens veulent mentir, veulent nous manipuler, eh bien, on a une vision très négative de l'humanité, puis on va croire aussi évidemment que la majorité des scientifiques, des politiciens ou des journalistes mentent et manipulent. Donc ce trait machiavélisme, on le retrouve aussi. Donc c'est des traits un peu négatifs, hein, on voit l'humanité négativement et on se méfie de tout le monde. Mais il y a aussi des traits plus positifs psychologiquement, c'est ce qu'on appelle le narcissisme et le besoin d'unicité. C'est que ça fait du bien de croire à une théorie du complot parce que nous, on connaît la vérité et souvent on est une minorité et les autres, les moutons de la population, ils savent pas. Nous, on a la vérité et pas les autres. Alors ça fait du bien justement pour le narcissisme, hein, pour l'estime de soi et ça fait du bien ce sentiment de se sentir unique. Donc les gens qui sont un peu à la recherche de ça et qui peuvent avoir des problèmes sociaux, comme on l'a vu, et psychologiques, c'est ça qui est redoutable, c'est qu'eux-mêmes vont facilement avoir une théorie du complot parce qu'ils vont se dire, ah mais ça explique pourquoi un peu j'ai des problèmes, hein, c'est à cause des méchants. Ça, c'est redoutable dans les sectes. Souvent, ils ont des adeptes qui ont des problèmes et ils leur disent, moi j'ai eu des téléphones de maman qui avait sa fille qui était dans une secte et le gourou lui disait, mais au départ, tu étais quelqu'un de surdoué à la naissance. Et c'est ta famille, c'est l'école, c'est le gouvernement, tous ceux-là qui t'ont rendu, qui t'ont causé tous ces problèmes. Donc on sépare les gens, hein, de leur famille, de leurs amis, et on les prépare. Après, il n'y a plus qu'une influence, c'est celle du gourou. Donc c'est quelque part assez. Et c'est justement ce sentiment de ça fait du bien, hein, pour le narcissisme ou pour le sentiment d'unicité de croire à ces théories du complot. Donc ça, c'est la dimension un peu de personnalité. Et au niveau psychologique, il y a aussi les biais cognitifs, justement, ce livre qui montre, ça c'est intéressant parce que ça montre que tout le monde peut croire à des théories du complot. C'est pas seulement justement les gens qui ont des traits de personnalité ou qui ont des problèmes, des difficultés sociales. Ça peut être n'importe qui parce que justement c'est attirant. Alors les biais cognitifs, hein, c'est cette idée que des raccourcis de pensée qui sont utiles dans la vie de tous les jours parce qu'on doit prendre des décisions rapides, mais qui peuvent être un peu fausses. Donc, par exemple, le biais de corrélation illusoire. euh, oui. Ça, on va insister un peu après sur les biais cognitifs, Voilà, si on tu veux fera peut-être. bien. Mhm, ouais, exact, on fera un chapitre alors. Mais ça, voilà, ça c'est le deuxième, la deuxième cause un peu psychologique qui fait que tout le monde peut être attiré par les théories du complot. Et la dernière, la cinquième catégorie, j'appelle ça un peu la dimension de communication. C'est à la fois Internet, parce que c'est depuis Internet qu'on peut beaucoup plus partager, hein, des théories du complot. Il y en a toujours eu, mais il fallait aller dans une librairie ou il fallait trouver des gens dans des différents pays, c'était pas facile. Alors que maintenant, on peut se connecter, il y a des groupes WhatsApp, il y a des groupes sur tous les réseaux sociaux. Donc on peut facilement communiquer, on peut échanger des arguments, des données erratiques, tous ces éléments bizarres de la version officielle, on peut les partager sur des sites. Donc ça améliore un petit peu voilà, ça rend les croyances plus disponibles en tout cas. Et l'autre aspect communicationnel, c'est l'attrait narratif, c'est des beaux scénarios. Hein, c'est comme les aliens, comme les extraterrestres ou les fantômes. Si vous remettez ça dans une série, c'est plus intéressant s'il y a des fantômes que s'il n'y en a pas. Hmm. C'est plus intéressant s'il y a un complot que si Diana elle est morte d'un bête accident de la route. C'est beaucoup moins Mhm. intéressant que si c'est les services secrets. Si c'est les services secrets, si c'est un complot, bah, ça fait un film, ça fait un scénario de film. Si c'est un accident de la route, bon, on peut faire un film, mais ce sera moins intéressant. Et ça, il y a quelques recherches qui montrent que les gens qui s'ennuient plus croient plus aux théories du complot, ou alors que si on prend un fait divers et qu'on l'habite de façon plus sensationnaliste, les gens verront plus un complot là derrière, parce que voilà. Donc c'est aussi intéressant. Et ça aussi, ça explique que tout le monde peut croire à des complots, c'est que c'est vraiment une histoire intéressante. Il y a plein de gens qui sont passionnés par les pyramides, par les fantômes, par les extraterrestres, et il y a des complots là aussi, parce que voilà, c'est plus intéressant que s'il y avait rien, quoi. Mhm. Est-ce que tu ajouterais là-dedans la- parce que pour la défiance envers le système, enfin voilà, pour la défiance qui est exagérée, les fautes même des politiques Mhm, ou des médias. Par exemple, je pense aux médias qui ont majoritairement soutenu en temps réel certaines guerres. Je pense au Kosovo, en Irak, c'est plus aux États-Unis, en Libye, etc. mhm. Est-ce que le fait qu'ils se soient trompés sur certains sujets comme ça, ou que les politiques, par exemple, ne
tiennent pas forcément toutes leurs promesses de campagne. Enfin, Mhm. même, on sait qu'ils en tiennent Oui, 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 pas pas beaucoup. beaucoup. Enfin, bon, Mhm. pas une grande partie. Mhm. Est-ce que ça peut contribuer à croire à des théories du complot? Mhm. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai que des fois je l'oublie, enfin, j'ai pas fait une catégorie 6, mais j'ai fait quelques articles là-dessus. C'est ce que j'appelle des fois l'apparent fond de vérité du complotisme, parce qu'il y a un fond de vérité, c'est justement les vrais complots, les vraies affaires, les vrais problèmes, mais qui nourrissent le complotisme. Donc effectivement, ça, c'est très clair. Bah oui, si une fois on a un Sarkozy bah, qui fait ce qu'il a fait, ça va mettre la méfiance. Et le problème de la méfiance, c'est que justement, on va se dire tout ce qu'il a fait lui, bah, il a triché, il a menti, ce qui n'est pas forcément vrai, hein. Peut-être qu'il a menti, on espère qu'il a menti que pour certains aspects, mais bon, c'est pas impossible non plus qu'il ait menti sur tout. Et en plus, on va aussi avoir tendance à penser que tous les politiciens sont comme lui. Et ça, c'est un problème, évidemment, parce que bah, on peut pas vraiment le savoir. Donc ça, c'est vrai que, mais je comprends très bien ouais, que ça augmente la méfiance et que ça fasse croire à des complots divers et variés, parce que justement, mais la différence de nouveau, c'est que c'est des vraies erreurs, c'est des choses qui sont prouvées. Et de là, on ne peut pas en tirer des choses non prouvées. C'est ça toujours le problème. C'est par exemple, hein, pendant la pandémie, je peux donner un exemple, on m'a donné l'argument, et on me le donne toujours parfois, Pfizer a été condamné 12 ou 18 fois. Il y a un site hein, qui recense des trucs, et bon, moi j'ai vu, alors c'est 15 fois, enfin je sais pas, le chiffre exact, peu importe, mais ils ont été condamnés en tout cas entre 10 et 20 fois. Et ils ont dû payer des milliards ou des milliards, ouais, moi, je pense bien des milliards de francs d'amende. Et de ça, les gens disaient, ben voilà, c'est la preuve hein, qu'ils trichent et ils sont corrompus, etc. Et ben, malheureusement, c'est pas une très bonne preuve, c'est-à-dire, alors c'est regrettable évidemment, il faut lutter là contre, hein, ça bien sûr, là on est d'accord, mais en fait, on peut pas, de ce chiffre-là, 10 ou 20 tricheries, on peut pas en déduire ou en induire qu'en fait, ils ont fait un poison avec leur vaccin. On peut même pas être sûr que c'est plus probable qu'ils trichent, parce que certains disent, bon, ils ont déjà triché, donc ils peuvent retricher une nouvelle fois, ce qui est vrai. Mais ça pourrait aussi qu'ils ont triché par le passé et que comme ils ont été punis, qu'ils ont dû, pour eux, c'est aussi, il y a des dégâts d'image, etc. Donc peut-être que eux se sont dit, bon, il faut aussi qu'on fasse des choses, qu'on augmente nos contrôles internes. Hein, donc, on n'en sait rien, hein, peut-être c'est pas le cas, mais en fait, les deux options, en tout cas, sont possibles. Soit ils vont tricher plus facilement une troisième fois, soit, enfin une xème fois, soit ils vont moins tricher parce qu'à force de se faire prendre, ils vont quand même se dire bon. Et bon, mais en tout cas, on peut pas, tu vois, induire l'un ou l'autre avec certitude, donc on est sûr de rien. Et deuxièmement, il faut aussi voir combien de médicaments et de vaccins de Pfizer sont utiles et efficaces. Parce que si, évidemment, s'il y en avait 30 puis que sur les 30 ils ont été condamnés 10 ou 20 fois, bah là, on pourrait se dire, oui, alors c'est clair que le prochain qu'ils font, on peut pas leur faire confiance. Mais le fait est que c'est des centaines de médicaments qui sont utiles ou efficaces, ou disons, il n'y a pas de scandale là-dessus. Donc, quand ils font un nouveau produit, on ne peut pas non plus partir du principe que c'est forcément mauvais et faux. Donc, c'est de nouveau une erreur. Et en plus, c'est une erreur dans le sens euh, euh, en fait, en plus, c'est même pas Pfizer qui a fait le vaccin, donc c'est BioNTech et Pfizer, ils ont racheté ce vaccin. Donc, bon, bref. Mais voilà. Par contre, on peut comprendre que le fait qu'ils aient été condamnés entre 10 et 20 fois entretiennent une espèce de méfiance, mais de là, on peut pas en être sûr ou on peut pas voilà, les accuser forcément de faire du poison avec ces vaccins. Surtout que là, les vaccins, bah, c'est la terre entière, ils seront surveillés par tout le monde. Donc, si ils ont triché pour ça, bah, ils seraient complètement fous de faire un truc incertain parce que c'est sûr qu'ils vont se faire avoir, quoi. Donc, pour moi, le problème avec ce raisonnement, c'est que justement, on peut pas a priori les condamner ou être sûr, sauf si, bon, si vraiment, tu vois, s'il y a un scandale du Mediator chaque année, la boîte, elle va fermer au bout d'un moment, c'est pas possible. Mais s'il y a des... Puis en plus, ah oui, une chose aussi, c'est que ces 10 ou 20 condamnations, c'était la plupart pour des trucs commerciaux, c'était pour des tricheries commerciales, de machin, donc c'était pas des médicaments qui étaient inefficaces ou qui étaient dangereux. Alors ça arrive de temps en temps, malheureusement, mais c'est très rare. Donc moi je dis, bah, la seule façon hein, de lutter efficacement, c'est de dire, bon, bah, Pfizer, on va leur demander déjà de faire des tests, et c'est ce qu'ils ont fait, mais ensuite on va vérifier par les scientifiques du monde entier, les agences de médicaments, on est obligé d'avoir des contre-pouvoirs démocratiques, mais on ne peut pas partir du principe qu'ils sont corrompus, que tout ce qu'ils font est faux ou malhonnête.
Donc on est obligé de, voilà, de ne pas croire et de faire un minimum confiance, mais en disant, voilà, il faut des garde-fous, il faut des contrôles, et c'est comme ça qu'on attrape les gens. Alors ce qui est embêtant, c'est que c'est un peu a posteriori, hein, c'est qu'on peut pas... mais le complotisme, voilà, ce serait de, bah, c'est de dire Pfizer fait du poison parce ils ont été condamnés 12 ou 10 ou 20 fois, et ça joue pas, quoi, comme raisonnement. Et puis ce qu'on peut aussi en plus ajouter, c'est que, mettons, on a confiance pas du tout en Pfizer, etc., et aux pays qui seraient tous corrompus par les entreprises pharmaceutiques. On peut aussi ajouter que finalement, même les pays comme Cuba, qui sont des pays où il n'y a pas du tout de big pharma, la Chine, je dis pas que je dis pas que la Chine est un modèle ou quoi, mais je dis Mhm, simplement là, il n'y a pas big pharma, tout le monde a fait plus ou moins les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté l'hydroxychloroquine, ils ont pris plus ou moins les mêmes mesures. Après, on peut mhm, toujours discuter des mesures, peut-être ça va trop loin, ça peut-être ça aurait dû être fait autrement. Mais on voit mhm, que la direction c'est plus ou moins la même à peu près partout. Alors que ce que disaient certains à l'époque du Covid, c'était ne faisons rien ou utilisons l'hydroxychloroquine parce que papa, papa, papa. mhm, Voilà. mhm. Mais oui. Oui, non, tout à fait. C'est vrai que ça, c'était un bon argument. Moi, c'est ce que je disais. Je disais, mais toutes les task force scientifiques, alors peut-être que certaines, il y a des scientifiques qui sont payés par Big Pharma et qui poussent pour ça, mais dans tous les pays, c'est impossible qu'ils aient la majorité que deux pharma, parce que on parle de Pfizer et BioNTech, et la majorité de tous les médecins, de toutes les task force scientifiques du monde. Donc, c'était pas possible. Voilà, donc effectivement. Mais bon, voilà, bien sûr que là, en plus, en situation d'urgence, on est obligé de prendre une décision dans l'état d'incertitude. Donc on prend celle qui nous paraît la moins mauvaise. Après, on peut se tromper, hein, donc ça pouvait très bien arriver. Comme tu dis, il y a eu des erreurs. Mais c'est vrai que ces erreurs, bah oui, les masques en France, typiquement, hein, les autorités qui disent oui, il faut les mettre, non, il faut pas, parce qu'on n'en a pas. Enfin, ils n'ont pas dit ça. Donc ça crée ça casse la confiance. Puis on sait bien que la confiance, elle est beaucoup plus dure à regagner qu'à casser. C'est tout le problème de la désinformation, c'est que les gens, avec la désinformation, ils font plus confiance parce qu'on dit que les vaccins, ça cause l'autisme, on dit toutes sortes de désinformations. Et ça, c'est un problème parce que bah voilà, on a une méfiance généralisée, on croit, on fait plus du tout confiance alors que c'est largement exagéré. C'est-à-dire il y a quelques problèmes, mais il faut les cerner avec une méthode scientifique et pas se mettre à se méfier de tout et de tout le monde, ce qui est pas utile, hein. Un autre exemple que le complotisme n'est pas utile dans la vraie critique sociale, c'est la lutte contre la pédophilie. Donc les gens qui luttent contre la pédophilie et qui arrêtent, hein, des réseaux et quand les complotistes, ils les aident pas parce qu'ils accusent tout le monde sans preuve suffisante, et ils accusent n'importe qui, donc ils visent à côté de la cible, et ils veulent absolument intervenir partout en disant on est sûr que là il y a un complot. Bah, c'est pas utile parce qu'ils font pas justement de science du complot, ils enquêtent pas, donc voilà, il faut vraiment faire la différence entre une critique sociale justement qui est fondée sur des preuves et qui est professionnelle et une critique sociale qui est un peu qui est, ouais, totalement amateur. Et des causes dont tu as parlé, c'est la, la- la cause psychologique. Puis justement, on parlait des biais cognitifs. Et Mhm. là, parce que moi, j'ai trouvé passionnant. Donc, on va pas refaire ton livre ici. Mais j'aimerais bien, si tu veux bien, discuter de certains des biais. Parce qu'on parle souvent du biais de confirmation. J'ai Mhm. l'impression qu'on n'en a jamais autant parlé, mais c'est pas parce qu'on en a beaucoup parlé qu'il n'est pas présent. Mhm. Ah ouais. Bon, Mhm. mais les autres biais sont pas forcément tout le temps connus. Enfin, en tout cas, Mhm. moi, je les connaissais pas forcément. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de certains? Moi, j'ai noté, là, j'ai devant moi, j'ai par exemple l'effet de contraste, le biais de cadrage, le biais du survivant, l'effet de vérité illusoire. Enfin Mhm. voilà, est-ce que certains te paraissent importants à mettre en avant? Est-ce que tu veux bien nous les expliquer? Mhm. Ouais, alors ben moi alors bah, ouais, le plus fréquent c'est le biais de confirmation comme tu disais parce qu'il est très souvent là, se dire bah ça c'est normal, tout le monde veut montrer que ce qu'il pense est vrai plutôt que faux, donc ça c'est une tendance très générale. Même en science, même les scientifiques ils préfèrent montrer que leur théorie est vraie plutôt que fausse ou c'est la théorie à laquelle ils croient. Mais justement en science on a fait exprès de faire un système où les autres ou nous on pourrait montrer que notre théorie est fausse, mais surtout les autres peuvent montrer que notre théorie est fausse.
Et surtout, si nous, on s'accroche à notre théorie, bah, si on va mourir et les autres, après, ils vont l'abandonner, c'est vraiment les mauvaises. Donc la science, c'est justement un bon exemple où on a dû mettre en place un système à la fois basé sur des preuves empiriques qui peuvent nous donner tort, donc qui peuvent montrer que notre théorie est fausse, mais aussi on a un système social, c'est d'autres chercheurs qui doivent confirmer ou infirmer nos résultats. Et c'est vrai que dans le domaine des croyances, bon, on est plus dans le biais de confirmation parce qu'on n'a pas de méthode et on peut toujours trouver des choses qui confirment ce qu'on croit. Donc voilà, ça c'est l'un des plus répandus et c'est vrai qu'il pose problème parce que ça pose bah, la polarisation, ça vient de là aussi. On regarde plus que nos chaînes de radio, TV qui disent ce qu'on veut entendre ou sur Internet, on a plutôt des avis concordants à la fois parce on préfère les gens qui pensent comme nous, c'est normal, on a plus d'amis. Donc, et en plus, l'algorithme hein, nous redonne un peu ce qu'on aime, donc il y a un peu ce danger-là. Donc, ouais, je dirais le biais de confirmation, c'est vraiment un des biais principaux. Et l'autre que j'aime bien, c'est le biais de corrélation illusoire, parce qu'il est dans plein de croyances, y compris le complotisme. Et si tu veux, les autres, les autres biais, certains sont plus anecdotiques, mais Peut-être je peux en dire deux mots sur ce que Mhm. c'est. Oui, corrélation illusoire, bah, je donne toujours l'exemple hein, de la pleine lune et du sommeil parce qu'il est très parlant. C'est le fait que bah, si on se réveille la nuit et qu'on a une insomnie, on va boire un verre d'eau, on voit dehors tout à coup magnifique, il y a la pleine lune, tu vois, le paysage est très beau. Et bah, les poètes, hein, l'obscure clarté de la lune, c'est le fameux poème. Donc c'est magnifique. Et si ça arrive une fois, on va se dire, bon, bah, c'est du hasard. Si ça arrive 3, 4, 5, 10 fois, là, on va se dire, non, mais c'est pas du hasard. Chaque fois que j'ai une insomnie, il y a la pleine lune. Et ça pourrait être vrai hein, que la pleine lune nous empêche de dormir, donc ça c'est une question à tester scientifiquement, mais notre croyance là, elle arrive beaucoup trop tôt avec des preuves insuffisantes, comme le complot ou comme d'autres choses. C'est-à-dire que bah, 10 fois, en fait, on oublie aussi toutes les fois où on avait une insomnie, mais il faisait nuit, parce que c'est normal qu'il fasse nuit la nuit. Et donc on va pas remarquer, on va pas se pencher par la fenêtre en disant, ah mais quelle belle absence de pleine lune. Donc on le voit pas, hein, il n'y a pas de lumière dans l'appartement, il n'y a rien, donc il fait nuit la nuit, c'est normal. Donc en fait, on se souvient pas toutes les fois où on avait notre insomnie et qu'il faisait nuit. Par contre, on se souvient quand il y avait la pleine lune parce qu'on a remarqué. Et pareillement, on a oublié quand on a bien dormi, il faudrait savoir s'il y avait un soir de pleine lune ou pas. Et comme on a bien dormi, on ne sait pas s'il y avait la pleine lune. Donc il faudrait déjà noter soi-même pendant des années et en plus, il faudrait répéter l'expérience avec des milliers de personnes. Et en plus, il faudrait mesurer le sommeil. On peut mesurer avec un casque, hein, objectivement, parce que là, c'est la personne qui dit j'ai bien dormi, j'ai mal dormi. Et si on fait ça, une étude scientifique, on remarque, ils ont même testé hein, l'impact des phases de la Lune et il n'y avait pas de différence de sommeil. Mais le biais cognitif, on voit que bah, voilà, une étude scientifique, il faut 2000 ans de mathématiques, il faut la méthode scientifique pendant des siècles qui a été développée, il faut prendre deux groupes de 100 personnes, mesurer leur sommeil voilà, et regarder si, selon les phases lunaires si ça change ou pas. Donc il faut faire une étude, ça prend 10 ans, il faut se former à la méthode, donc c'est énorme comme travail. Alors que la croyance, en 10, 5 ou 10 fois de pleine lune et d'insomnie, on a fait notre croyance. Et ça, c'est une croyance bah, qui remonte, hein, on peut la faire remonter. Pourquoi notre cerveau fait ça? Bah, parce que c'était très utile pour la survie. Je donne toujours l'exemple dans la forêt, tu entends des bruits, bah, tu vas tout de suite associer ces bruits à un danger. C'est pour ça que nous, quand on se balade en forêt, on a peur, alors qu'objectivement, hein, bon, sauf s'il y a des loups ou des ours, mais dans la plupart de nos forêts, il n'y a encore rien. Et on a très peur. Je prenais le bus au village voisin un temps et je devais traverser une petite forêt. Des fois, j'oubliais ma lampe de poche ou j'avais plus pas de lumière, il faisait vraiment presque nuit. Et là, le moindre bruit, je commençais à courir. Alors, les premières fois, après, je m'habituais, mais tu vois que tu t'interprètes tout. Alors, bon, il y a aussi les films d'horreur, hein, mais moi, j'en ai pas regardé beaucoup, donc c'était pas les films d'horreur. Mais tu penses toujours à un danger, que ce soit un animal, bon, alors qu'il n'y en a pas, ou un être humain qui te veut du mal, la plupart du temps. Hein, mais la plupart du temps, il n'y a pas d'être humain dans ces forêts. Et ça, on l'explique, ben voilà, c'est très utile du point de vue du danger, que notre cerveau, alors c'est un biais cognitif parce que 99 fois sur 100, on va se tromper, mais si une fois sur 100, il y avait un vrai danger, un type qui était planqué, ben d'avoir couru, d'avoir eu peur, c'est utile. C'est comme ça qu'on explique ça, c'est l'apparition de ces biais cognitifs qui sont liés à ce système 1 de pensée intuitif et rapide, qui serait justement le but de notre cerveau, c'est d'assurer la survie de l'organisme. C'est pas de faire des mathématiques ou de trouver des lois de physique. Le cerveau, il est fait pour qu'on survive. Hein. Tous les animaux et nous autres êtres humains, quand l'environnement était dangereux, maintenant il l'est un peu moins pour certains d'entre nous qui avons de la chance.
Donc, mais à l'époque, voilà, le cerveau, il doit assurer la survie, donc c'était utile d'avoir un truc comme ça, même si on se trompe le plus souvent. Et ce biais de corrélation illusoire, tu l'as dans toutes sortes de croyances, c'est ça qui est passionnant. Bah, tu as la superstition des sportives et des sportifs. Je donne toujours l'exemple d'une une championne de tennis qui gagne une fois un tournoi avec les chaussettes de son arrière-grand-mère. Elle va se faire un lien, puis elle va se dire, ah bah, c'est pas grâce à ces chaussettes, elle va tout le temps les porter. Et ce qui est drôle, c'est que même si sans doute c'était faux, hein, c'est pas parce qu'elle a mis ses chaussettes, on voit pas par quel moyen magique. Par contre, le fait d'y croire, ça va rendre la croyance vraie. Parce que si un jour elle les oublie, elle va être stressée, elle va moins bien jouer, elle risque de perdre. Donc en fait, les chaussettes deviennent réellement utiles et efficaces. Et tu l'as encore dans les croyances paranormales. Tu sais, l'exemple qui est drôle, c'est que une personne à qui tu n'as plus pensé pendant des années, tout à coup, tu y penses à cette personne, un vieil oncle, et 2 heures après ou un jour après, il t'appelle. Et là, tout le monde, si c'est déjà arrivé, pense qu'il y a une transmission de pensée, télépathie, hein, parce que tu dis, mais c'est pas possible. Et en fait, de nouveau, comme dans le cas de la pleine lune, tu oublies toutes les fois où tu as pensé à cette personne, mais qu'il n'a pas appelé, puis ça peut arriver très souvent, ou que cette personne a appelé et que tu n'avais pas pensé à elle avant, ce qui peut arriver aussi très souvent. Donc voilà, même si c'était il y a longtemps, euh, une coïncidence, ce sera jamais une preuve suffisante, quoi. Donc voilà, dans ce biais de corrélation illusoire, vraiment, c'est toute la pensée magique, il est à l'origine de plein de croyances. Donc je dirais ça, c'est les deux principaux. Et un que j'aime bien, c'est le biais du point aveugle qu'on a mis un peu, hein, que Gilles a fait le dessin de couverture où tu as les deux personnages qui disent j'en connais pour qui ça va être utile parce qu'ils pensent les deux que l'autre a plus de biais cognitifs que lui. Et ça, c'est le biais du point aveugle, c'est qu'on a remarqué quand on demande aux gens, la plupart des gens pensent que les autres ont plus de biais cognitifs qu'eux. Et ça, c'est drôle, on appelle ça aussi le biais mieux que la moyenne. C'est qu'en moyenne, les gens pensent être un peu mieux que la moyenne. C'est rigolo parce que c'est pas possible, hein, que si tout le monde est meilleur que la moyenne, ben, la moyenne elle va augmenter. Donc dans une distribution symétrique, tu as la moitié des gens qui sont meilleurs que la moyenne, l'autre moitié qui est moins bien que la moyenne. Donc voilà, bon, on ne peut pas penser ça, mais nous fait du bien psychologiquement. Là, c'est plutôt un biais, c'est pas un biais pour la survie, c'est plutôt un biais psychologique. C'est que si tu penses que tu es un peu mieux, un peu plus sympathique, un peu plus intelligent, un peu moins de biais cognitifs que les autres, bah, c'est positif pour toi. Et si tu penses l'inverse, par contre, là, c'est négatif. Tu dis, ah, je suis moins sympathique, je suis moins intelligent, j'ai plus de biais, bah, ça mène vers la dépression. Donc là, on voit aussi que certains biais, moi j'appelle ça les biais psychologiques, c'est pas des biais liés à la survie, c'est plutôt des choses qui nous font du bien. Se dire, ben voilà, en moyenne, je suis quand même plutôt bien, plutôt sympa, et c'est bien de penser ça, hein, donc, c'est pas du tout. Et il y a encore des biais sociaux qui sont pas, qui sont plutôt comme le conformisme, le fait hein, on préfère croire ou faire la même chose que les autres membres de notre groupe, parce que c'est pas évident. Et il y a des expériences en psychologie sociale, tu connais sans doute l'expérience de H où on te montre des lignes de différentes longueurs et tu dois juste dire quelle est la ligne qui est la même longueur à droite et à gauche. Et la réponse, elle est super facile. Quand les gens sont seuls, ils se trompent dans 3% des cas. Hein, tu vois, ils font 3% d'erreurs parce que des fois, c'est un peu... Mais dans 97% des cas, c'est évident. La réponse est évidente. Et tu fais l'expérience en groupe et avant que tu répondes, il y a 8 personnes qui répondent tout à coup la réponse fausse, manifestement fausse. Et là, on a remarqué que dans un tiers des cas, donc c'est pas toujours, hein, c'est une minorité des cas, mais quand même un tiers des cas, les gens préfèrent donner la réponse fausse du groupe. Et ça, c'est le conformisme. Alors, il y a quand même 2 tiers de réponses où les gens restent sur leur réponse, mais ils sont tout seuls. Et on voit que quand ils donnent tout seuls leur réponse et que tous les autres ont donné l'autre réponse, ils sont mal à l'aise, même s'ils ont raison. Et ils se sentent un peu bizarres parce que tous les autres sont là. Et ça, voilà, ça, c'est plutôt les biais sociaux. J'en dis juste rapidement d'autres. Parce que c'est vraiment passionnant parce que plus on les connaît, mieux Mhm. plus c'est important pour lutter contre. On a l'effet de contraste. Mhm. Donc la perception dépend de la comparaison. Donc un scandale mineur, par exemple, paraît énorme après une série de bonnes nouvelles. Mhm. Ouais, par exemple, ouais, c'est ça. Exactement. Si tu as eu, voilà, ou ça a utilisé un peu dans la vente, si on veut, il y a des gens qui veulent vendre des maisons, bah, il y a un vendeur, il disait, si je veux leur vendre une maison un peu moyenne, je leur montre des ruines très chères, d'abord pour être sûr qu'ils vont acheter celle qui est moyenne, comme ça, parce que l'effet de contraste, c'est que comme elle est moyenne, elle va paraître mieux que ce qu'elle est. Donc ouais, on peut l'utiliser dans la vente ou dans les négociations, hein, c'est toujours utilisé. On met un prix énorme au départ pour après diminuer. Donc
C'est aussi ça, c'est l'effet de contraste, te dire, ah mais c'est tellement cher. Si tu pars avec un prix très haut, tu te dis, bon, ben, je ne pourrais pas descendre très bas non plus. Oui, enfin, un dernier là, hein, mais il y a le biais de cadrage, lui, pour moi, Mhm. il existe aussi dans les médias, hein. Oui, bien Mais sûr. la formalisation change la perception. Donc, on a par exemple 90% de survie. Si je dis ça, ça va plus rassurer que si je dis 10% de décès. Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est vrai que, bah oui, le poids des mots, hein, et du cadrage de la même information, on en discute par rapport au réchauffement climatique. Certains, ils disent, mais réchauffement, c'est même positif. Réchauffement, bah oui, en plus en Suisse, il fait froid, donc on est content. Donc, certains disent, il faut utiliser plutôt catastrophe climatique, hein, ou dérèglement C'est vrai. climatique, ou des termes, voilà, pour être un peu plus sonner l'alarme envers les gens. Quelles sont les pistes concrètes pour toi pour lutter contre le complotisme? Alors, moi, je dirais que bah, comme il y a trois un peu grandes dimensions Ouais. de causes, on peut un peu imaginer des remèdes à ces trois niveaux. Donc, il y avait d'abord les causes psychologiques, les causes sociales et politiques. Puis là, je me dis, comme les inégalités sociales sont quand même un gros facteur de complotisme, bah, de réduire les inégalités sociales qui sont quand même assez énormes dans nos sociétés, hein, alors, après la guerre, hein, enfin, si je me base sur les travaux de Piketty, il y avait après la guerre, on a eu des inégalités sociales assez faibles parce que les très riches étaient très sollicités pour reconstruire tous les pays d'Europe. Mais depuis, voilà, l'ultralibéralisme a fait que maintenant les très riches sont très très riches. Alors les plus pauvres sont aussi un peu moins pauvres, il y a eu, mais les inégalités se sont quand même creusées parce que les riches sont énormément plus riches. Donc là, peut-être, il y a quand même quelques signaux qui vont vers un peu il y a des millionnaires, des milliardaires qui demandent à être taxés plus. Il y a plus de lutte contre les paradis fiscaux, donc on peut moins, malheureusement, on peut toujours encore, quand il y a des impositions, des hautes fortunes, et ils peuvent encore partir, et c'est ce qu'ils menacent toujours de faire, hein, comme en Suisse, on va voter pour une taxe sur les héritages. Alors tous les plus riches disent, oui, mais on va partir, ou ils vont partir. Et ils pourront, j'espère, de moins en moins le faire. Le but, ce serait aussi d'avoir des impôts un peu internationaux, du G20 par exemple, comme ils l'ont fait pour les entreprises à 15%. Il y avait cet impôt sur les entreprises qui était très bien, mais bon, évidemment, Trump l'a tout de suite balayé. Donc voilà, il faut que les pays se mettent d'accord, comme ça, les gens ne pourront pas fuir d'un pays à l'autre en disant, bon, on va payer moins d'impôts ailleurs. Donc pour moi, réduire les inégalités sociales, c'est vraiment une piste importante parce que ça nourrit à la fois, hein, ça nourrit le complotisme et aussi bah, des contre-pouvoirs efficaces en démocratie, punir les coupables quand les gens font comme Sarkozy apparemment, bah, il faut qu'ils soient punis, effectivement, il faut qu'ils puissent pas passer entre les mailles du filet parce que ça nourrit aussi ça nourrit le sentiment, hein, d'injustice de la population. Donc il faudrait, voilà, il faut tous les contre-pouvoirs, la justice doit pouvoir avoir plus de moyens, les scientifiques, les journalistes devraient être indépendants aussi des intérêts financiers. Ça, c'est important bah, parce que justement, il faut qu'on puisse avoir une science du complot qui est justement indépendante et puis qui a assez de moyens, hein. Donc, ça, c'est important. Que dire aussi, peut-être de la démocratie plus directe, comme en Suisse, parce que même s'il y a quand même pas mal de complotisme, on n'a pas trouvé qu'il y en a beaucoup moins qu'en France, mais c'est vrai qu'en tout cas, on peut dire, on se sent moins dans une dictature, disons, en Suisse, que ça peut être le cas en France. Parce qu'en France, comme c'est en plus très hiérarchisé et qu'ils peuvent pas voter bah, c'est tous les 5 ans, et voilà. Et eux ont vraiment le sentiment, hein, bah, c'est pour ça qu'ils demandaient un référendum, des choses comme ça. Ils ont le sentiment de ne pas être consultés, de plus être vraiment en démocratie. Donc ça, le sentiment démocratique, comme on a en Suisse, démocratie plus directe, ça peut être aussi utile, même si bon, voilà. Donc ça, c'est un peu les remèdes au niveau un peu socio-politique. Après, il y a des remèdes au niveau psychologique, bah, c'est un peu lutter contre ces biais cognitifs, c'est-à-dire bah, dire aux gens effectivement qu'ils existent, parce que quand on les connaît, on sait qu'on fait un peu plus attention. Si on a le biais de confirmation, moi je sais que quand je crois des trucs, je vais quand même essayer de lire les informations contradictoires parce que je sais que je serai trop facilement attiré par les affirmations confirmatoires, par les informations confirmatoires. Donc voilà, connaître les biais, ça peut être pas mal.
connaître la méthode scientifique, justement le fardeau de la preuve, de dire bah oui, toutes les croyances peuvent être vraies, mais il faut plus une croyance elle est étonnante et plus il faut des preuves. Et ça c'est valable dans tous les complots. Un complot c'est un truc énorme. Si la CIA a fait un truc aussi énorme, bah et voilà, il faut absolument des preuves réelles parce que s'ils ont fait un complot, bah, on va trouver qui a organisé quoi, quand, comment. Il y aura des fuites. Ah, ça c'est aussi un bon argument contre les théories du complot, c'est que plus il y a des gens qui sont impliqués dans un complot et plus ça va fuiter parce qu'il y a des fuites partout. Même, j'avais été surpris que c'était là à propos de Dick Marty, le procureur suisse, je ne sais pas si tu connais, qui est décédé récemment, et il avait enquêté sur les prisons américaines, hein, les prisons secrètes après le 11 septembre, justement, il y avait eu des fuites de la CIA elle-même. Donc il y a même des lanceurs d'alerte dans la CIA qui avaient dit non, mais on torture des gens, c'est pas acceptable ce qu'on fait. Donc ça, c'est quand même quelque part rassurant. Et il y a même un mathématicien qui a calculé, à partir des vrais complots, il a pris combien il y avait de gens, il a estimé combien de gens devaient être au courant de ce complot, et il a calculé combien de temps ça a mis pour se savoir. Et ça lui permet d'avoir une espèce de formule qui permet de calculer, alors bon, la formule on peut discuter, mais au moins l'argument il est bon, c'est de dire, par exemple, le 11 septembre, il y a tellement de gens qui devaient être au courant, parce qu'il y avait l'aviation, l'armée, la police, les pompiers, tout le monde devait être au courant qu'il y avait un truc, que c'était pas un vrai attentat. Et donc, il y a tellement de gens qui étaient au courant que ça aurait dû sortir en 6 mois ou une année. Il y aurait eu des gens qui auraient lancé l'alerte, qui auraient donné des vrais documents, des documents qui disent, qui prouvaient le complot, comme il y a eu pour le tabac ou pour le Watergate. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est que de dire au niveau psychologique, on peut justement donner des arguments, la méthode scientifique, avec le fardeau de la preuve, justement de dire bah, en science, on accepte les explications les plus simples et on n'est pas ouvert à des explications plus complexes comme un complot ou comme des fantômes ou des extraterrestres, mais il nous faut plus de preuves. Plus un phénomène il est extraordinaire, plus il demande des preuves. Et ça, c'est valable même pour les théories scientifiques. Si vous dites que bah, en physique quantique, on a trouvé des trucs incroyables, que les particules, même à distance, elles communiquent instantanément, donc comme si elles étaient intriquées, et c'est un truc totalement magique, et les scientifiques l'ont admis seulement parce qu'il y avait des preuves énormes. Parce qu'ils auraient jamais, d'ailleurs, il y a plein de gens, même Einstein, il croyait pas à ces trucs de physique quantique qui étaient un peu contre-intuitifs. Donc on accepte que quand on est vraiment obligé d'accepter. Et c'est la même chose avec tout, avec les complots, avec les extraterrestres. Si on voit un vaisseau extraterrestre et que les gens, on l'analyse et on voit que c'est des matériaux qu'on trouve pas sur Terre, bah, tout le monde croira aux extraterrestres. Donc tandis que si c'est une lumière floue dans la nuit, bah voilà, ça suffira jamais parce qu'on peut dire, bon, bah, peut-être c'est des extraterrestres, mais c'est peut-être une hallucination, c'est peut-être un ballon météo, il y a mille causes possibles. Donc ça, d'apprendre un peu le fardeau de la preuve et le rasoir d'Occam, hein, c'est la préférence pour les hypothèses les plus simples en sciences. Et c'est le même système en droit, donc c'est intéressant aussi, un autre système rationnel, c'est la présomption d'innocence et le fardeau de la preuve. Donc c'est la même chose pour les complots, on préférera penser que, bon, qu'il n'y a pas de complot, même si on a peut-être qu'il y en a un, mais on a le fardeau de la preuve de prouver notre accusation. Donc ça, c'est des bons principes à rappeler aux gens, et ça, bah, au niveau psychologique, ça peut on peut lutter un peu contre les croyances un peu invérifiées. Et dernier point, ben, la dimension communication. Là aussi, on peut, bah, sur Internet, on peut aussi un petit peu filtrer. Peut-être le mieux, c'est ce qui se passe sur X, c'est qu'il y ait des notes de communauté, des gens qui disent non, c'est faux parce que si ou ça. Ça, les gens peuvent se... Il n'y a pas de censure et puis les gens sont... Voilà. Après, qu'il y ait un peu de censure, bah, enfin, c'est pas une censure, c'est qu'il y ait du tri de l'information. C'est ce qui se passe dans tous les journaux, hein, les journalistes ou les livres. C'est des gens qui décident de mettre quelque chose dans un livre et de retirer d'autres informations qui sont jugées pas fiables. Donc, c'est pas de la censure d'avoir retiré plein de films complotistes de YouTube. Parce que moi, il y a 10 ou 15 ans, il y avait tellement de vidéos conspirationnistes que moi, je m'inquiétais un peu parce que tu pouvais y tomber. Puis en plus, bah, c'est très attractif, il y a plein de données erratiques. Et puis si tu crois à un complot, tu crois à l'autre. Et il y avait des milliers de vidéos conspirationnistes. Donc quelqu'un pouvait tout à fait tomber et se radicaliser. Et alors, c'est délicat de faire le ménage parce que des fois, ben, on retire des trucs qu'on pense être complotistes alors que c'est une vraie enquête, hein, donc ça peut être. Mais ce qui est aussi important, c'est que c'est pas une vraie censure parce que tu peux trouver. C'est important de trouver ces théories du complot quelque part sur Internet. Simplement, YouTube, c'est comme si tu mettais dans le journal de tout le monde, tu mettais des fake news ou des informations peu vérifiées. Bah, c'est un peu dangereux de le mettre dans un média
familial, disons. Donc c'est comme si ouais, à la télévision, tu tries ce que tu vas dire parce que tu peux pas. S'il y a une hypothèse qui n'est pas encore confirmée, tu vas pas en parler, par exemple. Donc c'est plutôt ça l'idée, c'est pas de la censure, c'est de dire bon ben il y a des sites comme odyssée.com où tu trouves plein de trucs ésotériques et complotistes. Et puis c'est bien qu'elles y soient là, ces théories, parce que tu peux, si tu t'intéresses, tu peux les trouver. Mais sur YouTube, qui est quand même un truc un peu où il y a toute la population qui va, là, justement, en raison des biais cognitifs et de l'attrait narratif, c'est un peu délicat d'avoir trop de théories du complot. Donc c'est quand même, moi je trouve bien qu'ils fassent un peu, qu'ils essayent de trier un petit peu, même si c'est vrai que c'est discutable parce que tu sais pas exactement comment trier. Après, ça pourrait être orienter l'information. Donc, tu vois, c'est assez délicat à ce point-là. Mais moi, je pense que bah, après, il faut qu'il y ait une pluralité des médias, que chaque média choisisse un peu ce qu'il veut dire et ce qu'il veut pas dire. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des médias indépendants. Et comme voilà, Mediapart, c'est important ce genre de médias, je pense. Voilà ce que je dirais un peu pour lutter contre le complotisme. On parle aussi d'inoculation cognitive. Mhm. J'ai vu dans une de tes chroniques sur Blick. Oui. Tu veux nous en dire deux mots? Parce qu'inoculation, là, Ouais, ça fait peur, ouais, bien sûr. Ah. Surtout le terme. Bah, en plus, inoculation cognitive, ça fait un vaccin cognitif. Donc tu Ouais, pourrais ouais, c'est dire, pour ça. c'est vraiment le sérum de vérité, 1984. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est un terme justement qu'il faudrait peut-être pas lui. En fait, ça désigne un truc tout simple. Ça fait peur, mais en fait, ça désigne juste un avertissement. Donc en fait, c'est quand tu avertis les gens, tu leur dis attention, sur les réseaux sociaux, il y a des fake news. Ça, c'est de l'inoculation, tout simplement, hein. Donc, tu vois, on est loin d'un sérum de vérité ou d'un lavage de cerveau ou du vaccin. C'est juste, bah, pourquoi on parle de vaccin ou d'inoculation? Parce que c'est une petite dose de rappel avant d'être exposé à la désinformation. Donc, c'est juste un petit rappel, c'est juste sensibiliser les gens, leur dire, attention, croyez pas tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ou sur Internet. C'est juste ça, donc c'est pas du tout, c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Et on a remarqué qu'il suffit d'un petit avertissement de dire aux gens, ouais, attention. Et après, ils sont plus méfiants vers les fake news qu'on peut leur donner. Donc ça suffit étonnamment. Donc voilà, c'est plutôt, on parle de pre-bunking, c'est plutôt ce terme-là qu'il faudrait utiliser, pre-bunking, hein, au lieu de debunking. Parce que quand vous avez une fausse information, soit on peut la débunker, c'est-à-dire la contredire, dire pourquoi elle est fausse, après coup. Mais après coup, le problème, c'est qu'une partie des gens vont pas lire le debunking, une partie des gens vont pas le croire. Et donc, c'est bien aussi le pré-bunking d'avertir les gens, attention, ce site n'est pas fiable. Comme ça, vous êtes plus prudent. Parce que sinon, nous, on est un peu naïfs, les êtres humains. Bah, ces biais cognitifs, c'est ce système 1 hein, lié à la survie, qui est un système de pensée rapide. Bah, on est très sensible à tout ce qu'on lit. On se dit, ah ouais, c'est écrit, donc c'est vrai. Et on est un peu naïf. Et il y a dans la théorie des deux systèmes, hein, dans notre cerveau, il y aurait un deuxième système qui est plus analytique, qui justement permet de contrer les biais. C'est justement d'être un peu plus critique, de se dire, mais est-ce que c'est bien vrai ce qu'ils disent? Est-ce que je vérifie? Comme un journaliste, je vais regarder, est-ce qu'il y a plusieurs sources indépendantes qui disent la même chose? Tu vois, pas seulement une vidéo qui dit ça. Donc ça, c'est le système 2 analytique qui est plus critique. Et ça, justement, d'apprendre les biais cognitifs, d'apprendre la méthode scientifique, c'est entraîner ce système 2. Et cette théorie des deux systèmes, moi je l'aime bien parce que ça montre que tout le monde a les deux systèmes et on peut entraîner ce système 2 parce que tout le monde a ce système 1 par défaut. Quand on lit un truc, si on est fatigué sur notre téléphone, on va se dire ah, incroyable, je reposte et on va pas vérifier parce que ça demande un effort, ça demande d'aller sur différents sites pour vérifier l'information. On préfère se dire ah ouais, je vais être le premier à donner cette nouvelle à tous mes amis. Et ça, moi, ça m'est arrivé aussi de faire des trucs. Après, on me disait ah ouais, non, j'aurais dû vérifier. Donc ça nous arrive à tous. Et si on est un peu plus analytique, ce système 2 qui demande plus d'efforts, système 2, c'est quand on fait des maths, on transpire, on a chaud, on est tout rouge. Donc ça demande de l'effort. Et ça peut contredire ce système 1 qui va un petit peu trop vite, selon cette théorie. Et voilà, j'aime bien cette théorie des deux systèmes. Je cite des fois Gainsbourg qui dit la connerie, c'est la décontraction d'intelligence. Et c'est un peu l'idée que système 1, c'est un peu, voilà, en voiture, on insulte tout le monde, on est un peu, on se dit, ah, c'est la faute à l'autre, alors qu'on n'a pas vu que c'était un peu de notre faute aussi à nous. Et le système 2, ça demande plus d'efforts, d'être intelligent, de vérifier, voilà. Et ça, c'est un bon moyen ouais, de lutter aussi, c'est d'entraîner ce système 2. Et tu me posais la question pourquoi les deux, pourquoi je sais plus. Je te disais, on est parti sur l'inoculation Ah oui, cognitive, c'était la population. question Voilà, ouais. initiale. Oui, oui, Mais t'as répondu. mhm, Hmm. ok.
Comment toi tu démasquerais un pseudo-expert qui est complotiste? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a plein de sur Internet, hein, le problème c'est qu'il y a des gens alors qui c'est vrai que bon, il y a les vrais experts qui ont fait une formation, mais qui peuvent aussi se tromper, hein. C'est toujours en termes de probabilité. C'est-à-dire que plus on apprend certaines choses dans un domaine, moins on a de risque de se tromper. Mais ça ne veut pas dire que, parce que quand on devient expert, on devient aussi, on est sûr de soi, parce qu'on se dit, ah ben, je suis un expert, donc j'ai raison. Mais en moyenne, si on prend un expert, par exemple, je sais pas, dans n'importe quel domaine, hein, un expert en jardinage, il va moins se tromper qu'un non-expert, quelqu'un qui commence puis qui plante n'importe comment, il va avoir forcément plus d'échecs. Ce qui n'empêche pas que l'expert en jardinage, il va aussi se tromper. Parfois, il aura voilà, des croyances fausses. Mais si l'apprentissage est partiellement efficace, bah, voilà, forcément qu'un expert sera mieux qu'un non-expert. Mais ça, c'est dans tous les domaines, hein, c'est pas de l'élitisme, parce que, et c'est même une personne, elle peut être experte dans un domaine, puis pas dans un autre. Donc voilà, je rappelle aussi que sur Internet, il faut rappeler ça, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas experts, puis qui pensent pouvoir tu vois, avoir un avis autant important que les experts. Donc, euh, alors, et entre les deux, entre l'expert qui a vraiment fait une formation professionnelle dans le domaine, il y a les ouais, demi-experts ou des fois pseudo-experts. Alors, si le demi-expert, c'est un journaliste et qu'il est un peu prudent et qu'il se dit, bon, je regarde vraiment ce que disent les experts, la majorité des experts, parce qu'un expert peut toujours se tromper, hein, dans le cas du réchauffement climatique, il y a quelques experts qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement, mais 99% des autres disent que oui, il y a un réchauffement climatique et qu'il est d'origine humaine. Donc là, on est obligé de prendre un peu l'avis majoritaire, même si la minorité peut avoir raison, mais si la minorité a raison, elle produira des preuves et les autres verront aussi que ça finira par se savoir. Donc en fait, souvent, il y a plein de minorités qui ont tort, parce que dans l'histoire des sciences, il y a eu plein de minorités qui ont eu des théories abracadabrantes et qui ont eu tort. Mais il y a aussi des minorités qui auront raison, mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et à autant tenter, la meilleure opinion, c'est celui de la majorité des experts, de se dire, bon, bah, peut-être qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, mais si 99% des gens le disent et qu'en plus la majorité des articles scientifiques confirment ça, bah, tu as meilleur temps de croire ça, hein. C'est comme un médecin, si tu as 19 médecins qui te disent de faire tel traitement, tu as meilleur temps que s'il y en a un qui te dit, ou deux ou trois qui te disent autre chose. Donc voilà. Là, on a intérêt à suivre quand même la majorité des experts. Donc, si le demi-expert, il est en ligne avec la majorité des experts, moi, ça me va. Mais le problème du demi-expert qui commence à dire autre chose ou qui prend les experts minoritaires, là, il y a un problème. Et c'est là qu'on a un peu des demi-experts ou des pseudo-experts. Après, bah, pour savoir s'ils sont vraiment pseudo ou pas du tout experts, bah, c'est quand ils viennent dans mon domaine d'expertise. Parce que moi, par exemple, il y a des gens, sur le Covid, je suis pas expert, moi, du Covid, donc je suis pas sûr qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison. La seule chose que je peux faire sur le Covid, c'est regarder la majorité des scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent, puis je peux aller vérifier sur Google Scholar la majorité des articles, est-ce qu'ils disent bien ce que dit la majorité des experts, et ça, je l'ai fait, et j'ai trouvé que oui, il y a plein d'articles qui disent que les vaccins, c'est pas bien, que le confinement, c'est pas bien, que les masques, c'est pas bien, mais il y a encore plus d'articles qui disent que c'est bien, donc c'est comme ça que je me suis forgé un peu mon opinion. Et bah, les demi-experts, quand ils disent, voilà, ce qu'ils disent sur la pandémie, moi, je ne peux pas vraiment juger. Par contre, quand ils viennent dans mon domaine, en psychologie sociale, et il y en a plein qui commencent à parler de l'expérience de H, dont on a parlé, ou de Milgram, et qui disent n'importe quoi, qui se trompent, bah, là, je me rends compte que, voilà, que c'est des pseudo-experts, parce que dans tous les domaines, apparemment, ils donnent des fausses informations, et ça, c'est un bon moyen de les démasquer. Et voilà, Idriss Aberkan, il n'y a pas seulement en psychologie sociale qu'il a été. Il y a plein de domaines où, il dit, où les vrais spécialistes du domaine s'arrachent les cheveux quand ils l'entendent parler. Alors, ce qui n'empêche pas qu'il a peut-être raison sur certains trucs, mais il dit tellement de choses que on peut partir du principe que la majorité de ce qu'il dit est un peu non vérifié, disons, pour être gentil. Et voilà, donc là, il y a eu quelques pseudo-experts que j'ai un petit peu, ouais, que j'ai pu, comme ça, euh, euh, un peu démasquer quand ils venaient en psychologie sociale. On ne peut pas être spécialiste de tous les sujets, donc on accorde notre confiance Mhm, à des experts, enfin mhm, en tout cas des personnes compétentes sur un sujet. Maintenant, comme tu dis, bah, on accorde notre confiance à qui? En mhm, général, bah, ça fait plus de sens d'accorder la confiance à l'avis de la majorité des experts qui n'ont pas mhm, de lien d'intérêt de différents systèmes mhm, sociaux sur un sujet déterminé, au moins à titre provisoire. mhm, Peut-être qu'après, ouais, la vie va changer, mais au moins à mhm, titre provisoire.
Et c'est vrai qu'en général, ce qui se passe, c'est on préfère pas faire ça. On va dire, tiens, mais je préfère cet expert, entre Mhm. guillemets, hein, expert minoritaire, pour, pas parce que j'ai la compétence pour dire si ce qu'il dit est juste et faux, mais que sa conclusion est cohérente avec ce que moi j'ai envie de croire et Mhm. avec ma vision des choses. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile. On l'a beaucoup vu pendant le Covid, mais pas que, hein. Mhm. C'est vrai. Ouais, ouais, tout à fait, hein. Il y a plein de. Bah oui, ceux qui sont contre le réchauffement climatique parce qu'ils veulent pas prendre de mesures ou parce qu'ils pensent que c'est voilà qu'ils voient pas hein, concrètement que ça se réchauffe parce qu'effectivement on le voit pas beaucoup. Enfin, on voit quelques épisodes, Mm. mais des fois il fait plus froid, etc. C'est des moyennes. Donc bah, certains ne sont contre. Ah, donc s'ils voient un expert, quelques experts qui disent non, il y a pas, bah, ils vont tout de suite, voilà. Mhm. On l'a vu avec Raoult aussi. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que ça, il faut faire attention, il faut toujours se dire. Après, il faut regarder aussi ces experts minoritaires, bah, peut-être que voilà, s'ils ont des données solides et qu'ils apportent des données et que les autres, tout le monde commence à trouver les mêmes résultats, voilà, ils peuvent avoir raison, mais ça, ce sera dans le plus, ce sera dans les cas les plus rares. En science, la plupart du temps, les nouvelles idées sont fausses, ou il y a plein de théories abracadabrantes ou de faux résultats. Et les vrais, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Galilée, hein. Certains disent, oui, mais Galilée aussi, on l'aurait traité de complotiste, on aurait dit parce qu'il arrivait avec quelque chose que les gens ne pouvaient pas croire. Bon, c'était pas Galilée, c'était Copernic avec le fait que le Soleil soit au centre de l'univers et pas la Terre. Mais on parle du syndrome de Galilée parce que, bon, en plus, ils confondent avec Galilée, mais Galilée l'a aussi dit. Et après, bah, le syndrome de Galilée, c'est que des Galilées, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas souvent. Le plus souvent, il y a des hurluberlus ou il y a eu beaucoup plus de théories fausses ou de croyances fausses en science qu'on a rejetées et qu'on ne croit plus. Donc en fait, c'est pas parce que vous êtes rejeté par les gens, parce que ce que vous dites est trop nouveau, que vous êtes un génie. Une erreur assez classique. C'est pas parce que Galilée était parce que les gens de l'époque étaient contre Galilée qu'il avait raison. C'est parce qu'il avait raison que les gens étaient contre lui. Et il avait raison parce que d'autres scientifiques ont trouvé la même chose. Donc, c'est pas parce qu'il avait raison en tant que tel. Donc, cet argument, bah, il est donné par les complotistes de dire, nous, parce que les gens résistent dans ce qu'on dit, c'est qu'on a raison, c'est qu'on est comme Galilée. Bah non, en fait. Mhm. Puis, ouais, bah oui, et puis nous, en tant que non experts, on n'a même pas, on n'est pas en- on a généralement pas en position de dire bah, que ce minoritaire-là a raison. En général, Mhm. il faut laisser la science se faire et puis bah, voilà, cette théorie minoritaire va devenir majoritaire, mais c'est pas nous qui sommes aujourd'hui capables de le dire. Je Mhm. crois que c'était Bertrand Russell qui disait la science a peut-être pas tout le temps tout à fait raison, mais elle a non plus pas tout à fait tort, et donc leur opinion est préférable à celle de non-experts. Je le dis Mhm. mal, mais c'est à peu près quelque chose comme ça. Et donc raisonnable de la croire, de la suivre en tout cas à titre temporaire. Et moi, Mhm. je pense que c'est ça. Ouais. On peut pas le savoir maintenant, il faut enquêter et si on trouve des preuves, ben voilà. Et c'est la même chose en science, si une nouvelle idée est vraie, ben on trouvera d'autres preuves et tout le monde sera convaincu à la longue. On peut pas le savoir maintenant, alors c'est ça qui est embêtant, c'est que c'est toujours, il faut attendre quelques années et ce sera des fois trop tard s'il y a eu un scandale ou s'il y a eu une fausse théorie ou voilà. Mais c'est comme ça que les choses avancent et on peut pas. C'est encore pire de penser a priori, de choisir a priori la théorie qu'on veut parce elle nous plaît bien et de dire ça c'est la vraie science, c'est encore pire parce que le plus souvent on va se tromper. Donc c'est encore plus catastrophique de faire comme Mhm. ça. Mhm. Ouais, et puis si on a un doute, il vaut mieux suspendre son jugement et pas Mhm. forcément avoir un avis sur tout. Mhm. Ouais, exactement. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour terminer cette interview, longue interview? Et je te remercie encore, Pascal. Non, bah écoute, c'était très intéressant. Merci pour tes questions. Puis ouais, c'est toujours passionnant d'évoquer ces histoires. Bah, merci à toi, Pascal. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. De rien, de rien.